Pierre d'Or 2023, 25 ans pour l'avenir. Une série documentaire avec le soutien de Groupama Immobilier. Aujourd'hui, Fabrice Alouche au micro de Pascal Bonnefille. Fabrice Alouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de CBRE France et nous sommes heureux de vous accueillir à l'occasion de ces 25 ans des Pierres d'Or. Alors, on aurait pu parler du passé, mais je vous propose qu'on parle plutôt d'avenir. C'est ça qui nous intéresse. Ça nous intéresse tous. D'ailleurs, Woody Allen disait que la seule chose qui m'intéresse, c'est l'avenir, parce que c'est là que j'ai l'intention de passer le reste de ma vie. Voilà, donc je me l'arrange. Eh ben, on y est bien décidé, en effet. Alors, cet immobilier de demain, vous me direz, il sera... Alors, je suis parti sur le mot innovation, innovant, très innovant, et en plus de l'innovation décarbonée. Et je suis assez centré ou concentré sur deux axes de réflexion majeurs qui vont animer, d'ailleurs qui animent CBRE au quotidien, mais également la manière de penser l'immobilier, qui est tout ce qui est de la sobriété énergétique et de la sobriété foncière. Je crois que ce sont les deux grands axes futurs sur lesquels il faut qu'on travaille tous, de manière à justement que cette innovation que l'immobilier s'approprie cette innovation. Alors, innovation, sobriété, c'est des beaux mots, hein, mais est-ce qu'on peut en dire un peu plus? Parce que moi, j'adore le mot d'innovation, mais ça recouvre beaucoup d'autres choses. Alors, ça recouvre beaucoup de domaines. Et j'ai travaillé beaucoup en ce moment, ce que je suis en train d'écrire là, sur ce sujet. Donc, ça me passionne. Donc, on pourra peut-être en parler ensemble mais plus tard. Oui, ça serait une bonne idée. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de chapitres. Il y a des chapitres de construction, du réemploi, de la frugalité, de l'usage. Mais si on parle déjà de la construction, bien évidemment, il y a toute la décarbonation de la construction. On voit bien déjà que sur tous les bétons, il y a des recherches qui sont faites en ce sens. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je lisais dans la presse, dans les Échos il n'y a pas longtemps, qu'on travaillait sur les matériaux biosourcés. Et j'étais extrêmement surpris de voir, par exemple, que tous les travaux qui ont été réalisés sur le Grand Paris, le métro du Grand Paris, on a récupéré toutes les terres pour en faire des briques et pour aller vers la construction. Donc voilà, donc là, il y a une forme d'intelligence et de réemploi. Donc ça va bien dans le sens de cette sobriété. Et on parle bien de sobriété énergétique, quelle qu'elle soit, parce que ça recouvre tous ces domaines. Après, cette notion de réemploi, on voit bien qu'il y a beaucoup d'entreprises, de start-up qui essayent de réfléchir sur le réemploi du bâti, mais il y a aussi le réemploi de la démolition, de la reconstruction. Donc ça, c'est quelque chose qui est très avancé aujourd'hui, mais sur lequel je crois qu'il faut absolument avancer. Ensuite, il y a toute la frugalité. Alors cette frugalité, je la mets sur la consommation de mètres carrés de bureau. Donc c'est assez centré sur ce sujet-là. On a bien vu, bien évidemment, les effets du télétravail. On ne va pas revenir dessus. On est tous conscients que, bien évidemment, il va y avoir des conséquences. On dit 10, 15, 20%. Personne ne sait vraiment. Non. Mais on voit bien qu'effectivement, il va y avoir une réduction majeure du take-up de bureaux en Ile-de-France et qu'il va y avoir des implications sur les actifs, donc une reconcentration. Après, il y a toute la notion d'usage, moi, qui me passionne parce que là, on travaille sur les états généraux des tours de la Défense. J'étais avec Pierre-Yves Diss il n'y a pas longtemps. Et il y a une vraie interrogation sur ces tours deuxième, troisième génération. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut les travailler? Comment on peut leur créer une nouvelle vie? Et je pense qu'il y a il y a eu, à la dernière réunion, c'était extrêmement passionnant d'ailleurs de les écouter, les architectes. Hein, pardonnez-moi, je ne suis pas organiste du tout, mais c'était très intéressant pour sourcer de l'information, une vision différente. Ce qui est très intéressant, c'est d'ailleurs de créer des états généraux de ce type-là. Moi, je trouve que c'est passionnant de discuter, de réfléchir ensemble sur ces sujets-là. Je m'accroche à ce sujet parce que j'ai envie d'y participer. Et puis je sens un peu mes limites d'architecte et d'urbanisme. Donc, on essaye de rentrer dans ce débat. Mais ce qui est très intéressant, c'est de faire rentrer la ville dans les immeubles. Et ça, je pense que c'est un des premiers éléments. Mais on peut s'interroger sur d'autres édifices qui vont être assez compliqués à repenser pour le futur. Et puis ensuite, bien évidemment, il y a tout ce qui est notion autour de la ville, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a deux grandes voies qui sont retenues par les élus. Je ne fais pas de jugement sur la qualité des élus. Je parle simplement de la manière dont on appréhende. C'est la non-artificialisation des sols, la fameuse ZAN. C'est-à-dire que pas d'extension de la ville, donc qui crée une complexité. Mais la seconde complexité qui vient se superposer, c'est la notion de compacité. Alors, c'est la compacité, qu'est-ce que c'est? C'est le mot élégant pour dire densité. Ou ne pas dire densité. Parce qu'on n'a plus le droit de dire densité. Voilà, il y a des mots qui fâchent. Donc voilà, on dit compacité, c'est plus élégant, mais ça veut dire exactement la même chose. Donc ça veut dire pas d'extension, pas de surélévation. Et comment on fait pour justement insérer dans la ville toutes les fonctions qui font que la ville puisse vivre au quotidien. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et je considère qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop centré sur des aspects résidentiels que je comprends très bien. Ça, on ne peut pas nier ce point de carence de logement essentiel, exactement. Et donc, il faut voir comment on peut, dans la ville, mettre toutes les fonctions de manière à ce que chacun puisse y vivre bien. Alors moi, quand on dit le mot innovation, j'applaudis de tout mon être. Mais comment, pour un conseil comme vous, qui regardez les marchés de très près, comment les marchés de l'immobilier de bureau du futur, comment vous les voyez, vous? Alors le futur proche ou le futur lointain? Allez, on va essayer plutôt proche, parce que lointain, c'est un peu plus facile. En fait, le futur proche, voilà.
je suis déjà intervenu, parce qu'au mois de septembre, on a eu notre réunion avec les investisseurs. Et en fait, j'ai plagié royalement le gouverneur de la Banque de France. Je me suis arrogé un peu ses pensées, puis je les ai un peu élargies. Ils avaient évoqué, enfin, en tout cas, la personne qui le représentait, ce qu'il appelait les 3 R. Alors moi, j'ai fait les 5 R, vous allez voir, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors les 3 R, ça part de 2022, on ne sait pas jusqu'où on va. Mais ce qui était assez intéressant dans les 3 R, c'était que 2022, c'est l'année de la résilience. On a bien vu la très belle année que l'ensemble de la profession a réalisée. La fin d'année a été le deuxième R, qui est la notion de ralentissement. Donc on est avec dedans un grand aujourd'hui. R. On est dedans aujourd'hui. Après, ensuite, il y avait ce qu'on appelle le réajustement, qu'il va y avoir réajustement. Alors le vrai problème, c'est réajustement quand. On voit bien qu'aujourd'hui, les banques centrales vont forcément, d'ici les mois de juin, continuer à augmenter les taux de base. Donc, on va continuer à se retrouver dans une situation de blocage sur l'investissement. A priori, on peut espérer qu'il y ait une reprise, on va dire fin d'année, avec moi j'appelle ça le reshuffle des règles, où on peut imaginer que les taux sont fixés, on sait où on va, et on peut redéfinir les règles du marché de l'investissement. Et puis après, un rebond en 2024, etc. Mais j'ai retenu une phrase ce matin que je lisais dans le journal, je vais vous la citer telle qu'elle était, c'est que malheureusement, la réalité ne se plie pas à nos désirs. J'ai trouvé cette phrase exceptionnelle. Mais peut-être que c'est bien, au fond, parce que ça serait peut-être trop bien si la réalité se plie à nos désirs, non? En l'occurrence, oui, parce qu'on a tous envie que ça reparte et d'une manière plutôt positive pour la profession. Mais ce qu'on peut retenir, je pense, s'il y a 2 lignes directrices et qui vont me faire rebondir sur le marché directement derrière, c'est qu'on a une croissance économique qui va rester constante. On se rend compte que ça continue d'accélérer. Malgré tout, voilà, ça continue. Nous, on a un très, très bon niveau de demande entrante chez nous. Donc, je suis un peu surpris, mais je dis, c'est surpris dans le bon sens. Donc, allons-y gaiement. Et puis, le deuxième, c'est la notion d'inflation. Je pense qu'il faut oublier la notion d'inflation au retour à 2%. Ça, c'est un avis très personnel, puisque certains banquiers disent, bien évidemment, qu'il faut retourner à l'orthodoxie des 2%. Mais je pense qu'on aura une inflation pérenne supérieure, ce qui va nous amener donc sur un marché du leasing qui va continuer à avancer, quoi qu'il se passe, on continue à avancer. Ce matin, j'ai fait une intervention sur Paris Défense pour expliquer que le marché de la défense se portait bien mieux qu'on ne le disait par rapport à la vacance qui est produite au fur et à mesure de la livraison des tours, mais ça se passe plutôt bien. Je ne parle pas des conditions, mais simplement ça se remplit, c'est attractif. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis l'investissement, bien évidemment, c'est de savoir quand est-ce que le marché va se repricer. Donc les experts sont aujourd'hui en train de souffrir, je crois, tous les malheurs de leur vie. Mais sincèrement, depuis 8-10 jours, on va dire 15 jours, on commence à avoir un certain nombre de personnes qui révisent leur position sur leurs ambitions. Et donc, on a parfois des bonnes surprises. À partir du moment où on est broker, il faut faire un deal, donc on préfère les flux que choses passives. Et donc là, on voit bien que les prix, les choses commencent à se repricer. Une forme d'ajustement qui va c'est même plus qu'un ajustement. Un peu plus que ça. C'est passer à la raison face à des engagements qui sont des engagements pris court terme, il y a peu de temps. Et quand on se bascule sur le futur marché, là, on se dit, il vaut mieux trouver la solution rapidement et sortir de situations qui peuvent être complexes. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Alors, sur du très concret, qui sont les immeubles? Parce que l'immobilier, c'est d'abord, bien entendu, des immeubles. Quels sont pour vous les immeubles qui vous ont le plus marqué et qui peut-être vont marquer l'avenir? Alors, en fait, cette question, vous nous l'aviez envoyée. Ah bon? Alors non. J'ai tourné autour. Et vous avez tourné autour? Ouais, parce que je suis tellement passionné par mon métier, par l'immobilier et la pierre. Moi, je tombe très, très vite amoureux des immeubles que je travaille. Et il y en a un très récent, parce qu'il fallait être récent. Oui. En fait, c'est celui qui a été monté par Éric Sasson à l'époque où il était Carlyle, qui est le Grand Central à Saint-Lazare. Alors, pourquoi je l'ai choisi? Alors, d'abord, j'aime beaucoup Jacques Ferrier, qui est un architecte et un ami par ailleurs. Et donc, en fait, il a travaillé cette opération. Moi, je l'avais vu quand j'étais promoteur à l'époque. J'étais pas courtier. Mais ce qui était très intéressant dans ce projet, c'est en fait d'avoir dans un seul univers mélangé toutes les fonctions qui peuvent être liées à des immeubles de bureaux. Donc, c'est un espace de passage, c'est un espace de coworking, c'est un espace de vie. On partage beaucoup de choses. On est sur la gare, on est dans le mouvement de cette gare. Et moi, je trouve ça exceptionnel comme projet. Je trouve que ce qui en a été tiré comme partie architecte, c'était un exercice extrêmement compliqué. Pas facile, soyez honnête. Très compliqué, très très compliqué. Je l'avais regardé à l'époque avec Cogedim pour pas les nommer. Et franchement, je trouve exceptionnel ce qui a été fait. Alors bien évidemment, on peut faire le copier avec Morland de notre ami Dumas, alors qui a été on va dire une réplique, on va dire dans le même style, qui n'était pas évident non plus. Il faut reconfigurer tout ça avec beaucoup de
côté un peu drastique de la ville au niveau de ce qui avait été imposé, mais le résultat est exceptionnel. Je ne sais pas si vous êtes allé au restaurant là où je me suis allé, et là franchement, on tombe amoureux. Déjà quand je suis amoureux de Paris, étant parisien, là, franchement là c'est exceptionnel. Et quand on se souvient de l'immeuble précédent, enfin de l'immeuble qui était là, qui là était où on a tous souffert, très fatigué et puis très fatigant quelque part. Exactement. Oui. Et puis alors après, pour changer un peu, sortir des bureaux, parce qu'il y a quand même 2 immeubles moi qui m'ont passionné. Alors celui-là est un peu plus ancien. Et c'est un sujet qui est sur le canal de Lourdes, à Pantin, qui s'appelle l'immeuble BETC. Pour ceux qui connaissent l'immeuble, c'est l'immeuble ex des douanes. On a eu la chance magasin de se voir. Exceptionnel bâtiment. Franchement, moi, je suis tombé amoureux de ce bâtiment. J'y ai même passé. Il était absolument vide, il était abandonné, il était tagué, d'ailleurs, des tags exceptionnels. Je crois même que ça fait l'objet d'un ouvrage. Oui, absolument. Et cet immeuble-là, pour moi, c'est l'un des plus beaux bâtiments industriels qu'on ait à Paris. Enfin, il y en a d'autres, mais celui-là est quand même très, très prégnant. Et puis, pour changer complètement, c'est l'opération, alors un peu originale, qui a été lancée par Vlog à Gennevilliers, qui était l'entrepôt superposé, qui est le premier entrepôt superposé en France un vrai volume. Donc, on a fait ça avec Vlog, et puis je crois que c'était Ikea et Leroy Merlin, nos 2 locataires. Bon, on est assez fiers d'avoir participé à tout cela, mais c'est l'innovation. Ça c'est très intéressant parce que là, on va changer la donne sans doute sur alors on a essayé de répliquer ça. On a essayé de répliquer ça ailleurs. Je ne vais pas citer les villes parce que les collectivités sont complexes. On va dire ça comme ça. Mais ça va avancer. Oui, j'espère. Mais il y a quand même un effet masse au niveau architectural que je peux comprendre la première appréhension qu'on peut avoir. Mais la réalité, c'est que quand on arrive à faire ce genre de choses et à superposer les éléments, c'est quand même une belle clé de construction. On a ça à Hong Kong, il y a qu'à aller à Hong Kong, ça n'empêche pas de faire des étages avec industriels jusqu'au 15e étage, avec des camions qui montent. On a des magasins au moins 5 en sous-sol. Bon, bref, c'est faisable. Et puis on parlait de non-artificialisation des sols. Là, c'est le gros avantage, c'est que comme on est déjà sur des sols qui sont... on densifie un maximum. On densifie et c'est très bien. Alors, on parle d'innovation et on parle de futur. Parlons des jeunes aussi. Pour vous, est-ce que vous avez des noms de jeunes professionnels qui, selon vous, vont marquer demain ? Alors, c'est très compliqué. Ah oui, c'est pas une question facile. Je n'ai pas dit que ça était facile. Je vais le faire un peu à ma manière. Alors, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les femmes, d'une manière générale. Ça n'est pas interdit. Je l'espère. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toutes ces jeunes femmes qui rentrent dans la profession, qui est très masculine encore, j'en conviens. Ça, trop. Trop, peut-être pas. Il faut que ça se fasse avec du temps. La pierre de Ravenir, très curieusement, c'est presque toujours des femmes. Mais après, c'est parfois plus compliqué. Bon, pour les 25, j'espère qu'on aura une femme. Mais alors, et chez CBR. Votez bien, Fabrice. Voilà, quoi qu'il en soit, oui, moi, je porte toutes les jeunes femmes parce que je considère que d'abord, elles sont brillantes. Il faut que je leur dise, elles sont brillantes et parfois bien plus brillantes que nous-mêmes. Donc, elles arrivent dans le métier avec... je veux dire, un peu de timidité, il faut qu'elles s'affirment. Il y en a quelques-unes qui savent parfaitement s'affirmer, je ne nommerai pas, mais on les connaît. Mais quoi qu'il en soit, il y a un espace pour elles, et moi je considère que l'avenir passe par là, par cet équilibre. Ça apporte beaucoup de choses à nos réflexions, et moi, je pousse ce côté féministe. En revanche, pour donner un nom, j'ai quelqu'un que j'adore, il le sait. C'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup partager, j'aime bien discuter. Parfois, il vient prendre 1 heure avec moi, on prend un café, on échange sur le marché. C'est Robin Rivaton, qui pour moi est quelqu'un qui est très ouvert sur tout l'univers de notre industrie immobilière, qui est dans la tech, qui réfléchit en avançant, etc. Et je trouve ça très, très intéressant. Et donc, j'ai beaucoup d'admiration pour Robin. Alors, aujourd'hui, peut-être plus que jamais, il y a des raisons d'être optimiste, Fabrice Alouche. Mais quelles sont-elles, ces raisons ? Alors déjà poser la question, il y a un très bel ouvrage sur l'illusion de l'optimisme, je sais pas, je vous l'enverrai. Oui. Parce qu'en fait, moi, je le lis, il est sur ma table de nuit. Il est sur ma table de nuit. Je vois pas de raison d'être pessimiste, c'est ça le sujet. Donc, être optimiste, c'est naturel. Donc, si on cherche une raison d'être optimiste, ça veut dire qu'on pourrait être pessimiste. Et je ne veux pas être pessimiste. D'accord. Donc, l'optimisme est séant. C'est comme ça qu'il faut avancer. Faut se poser les bonnes questions le matin. Et comme j'ai dit toujours, c'est ce que j'expliquais il y a pas longtemps lors d'un town hall, comme on appelle ça aujourd'hui, avec l'ensemble de l'entreprise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle valeur ajoutée je vais créer dans la journée. Qu'est-ce que je vais créer comme valeur aujourd'hui ? Et on peut créer une valeur tous les jours. Donc, rester optimiste, oui, c'est assez facile. Donc, je vois pas de raison d'être pessimiste. Donc, il n'y a pas de raison d'être pessimiste et il y a toutes les raisons d'être optimiste. Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Bon. Mais vous imaginez la chance qu'on a d'être dans notre industrie à Paris. Oui, puis regardez. Les choses se passent pas si mal. Mais non, je suis bien d'accord avec vous. Et enfin, dernière question, cher Fabrice Alouche. Le 22 juin, c'est les 25 ans des Pierres d'Or. Pourquoi faut-il s'y rendre ? C'est l'événement devenu incontournable de notre profession. Voilà. Il y a un moment où on se rassemble tous, on
On se connaît tous d'ailleurs. Enfin, je veux dire, franchement, maintenant, c'est quand même une fraternité assez forte. Donc, j'ai même failli dire confrérie, mais on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de ça. Et donc, je considère aujourd'hui que chaque année, ce moment-là est un moment fort. Il faut y être, bien évidemment. Il faut participer, bien évidemment. Et j'espère que cette année, on va trouver un bon candidat CBRE qui fera plaisir à l'ensemble de la profession. On y travaille. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et on se donne donc rendez-vous le 22 juin. Fabrice Alouche, merci. Merci beaucoup. Pierre d'Or 2023, 25 ans pour l'avenir. Une série documentaire avec le soutien de Groupama Immobilier.